Alors, il y a beaucoup d'endroits que je pourrais vous faire visiter dans le musée de la vie rurale. Il y en a un que je tiens particulièrement à vous faire découvrir et je vous invite à entrer dans la chambre. C'est la reconstitution quasi fidèle de la chambre de ma grand-mère. C'est d'ailleurs son lit, c'est son lavabo, c'est son fauteuil. Et quand elle est décédée, j'ai eu à cœur de récupérer ce matériel pour le représenter tel qu'il avait été durant toute sa vie pratiquement, puisque c'était une maison familiale. Et ce qu'on peut remarquer, c'est le nombre d'images religieuses qu'il y a. Ça surprend les visiteurs, mais c'était la réalité. Dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de chambres, il y avait énormément d'images religieuses, parce que, bon, premièrement, on priait beaucoup, on craignait beaucoup des malheurs de toutes sortes, et il y avait toujours un saint ou une sainte qui pouvait nous protéger de tel ou tel malheur. Et ça m'a toujours frappé quand j'étais jeune. Et finalement, quand on va dans les différentes pièces, on s'attend à voir les occupants. On s'imagine qu'ils vont arriver parce que la table est mise, les endroits de vie sont prêts à être occupés, et je crois que c'est ce qui fait la différence entre un musée comme le nôtre, où on est à l'intérieur des objets et des pièces, et un musée vitrine, où la glace fait véritablement un obstacle à l'imagination. Je l'ai vu tout à l'heure. Tchécoslovaquie. C'est un très gros réveil, mais il y a 2 fois rien dedans. C'est un tout petit moteur, un tout petit mécanisme. Tout ce qui est horloge mécanique se répare facilement, en fait. Ça se répare facilement. Ce qui est électrique est plus pénible maintenant, mais non, les anciennes horloges, ça se répare. Ça se passe bien. Elles ont beaucoup de bonne volonté pour fonctionner. Voilà. Ma passion, ça a démarré par la réparation d'une horloge. J'avais 12 ans, c'était l'horloge de ma grand-mère. Elle tourne toujours, l'horloge de ma grand-mère, elle est chez moi. Et du coup, j'en ai démonté plein d'autres et j'en ai cassé quelques-unes, mais maintenant j'en répare pas mal. Ouais. Non, c'était ma passion, c'était pas mon métier. Vous avez appris tout seul? Complètement, oui. Ouais. Alors par exemple, dans ma chambre, quand j'avais à peu près ton âge, j'avais une dizaine d'horloges comme ça qui sonnaient et ça ne me réveillait pas. C'est un bruit que j'avais l'habitude d'entendre et ça sonnait toutes les demi-heures et je dormais bien quand même. Ça se passait bien. Vous voyez, ça brille, donc c'est le support, et de l'autre côté, c'est la gélatine, c'est où ça s'imprime. C'est pour ça qu'on dit argentique, puisque les émulsions, ce sont que de l'argent. Aujourd'hui, tout ça c'est fini, on n'en parle plus. Ouais, c'est plus que le numérique, le téléphone portable, l'ordinateur, ainsi de suite, tout ça c'est fini. On n'en parle plus. J'ai terminé l'année dernière. Pourquoi? Parce que j'ai dû, parce que Fuji, buffet de fabrication d'argentique, je n'allais pas me mettre en numérique en fin de carrière. Donc en une seconde de temps, j'ai dû arrêter. J'ai fait une commande en septembre, au bout de 8 jours, je n'avais pas encore de réponse de mon grossiste. Je leur téléphone, j'ai valoré ma commande, elle dit. Donc en une seconde de temps, je suis où j'arrive.
moi, j'ai débuté l'enseignement en 1969, lorsque je suis rentré à l'école normale de Lille, et je suis devenu instituteur. Pour moi, c'est un mot qui est gravé en lettres d'or. Professeur d'école, maintenant, pour moi, ne veut plus dire grand-chose, et la génération avant, c'était les maîtres d'école. Alors, les maîtres d'école, le matin, quand ils arrivaient dans leur classe, bien avant l'arrivée des élèves, ils préparaient leur classe en remplissant les encriers d'encre, en préparant l'encre aussi, grâce à une petite cartouche que l'on mettait dans une bouteille, on mélangeait, et l'encre était faite. Et lorsque les élèves arrivaient, c'était prêt pour le travail, ils n'avaient plus qu'à s'installer à écrire. Alors l'encre, l'écriture, avec la plume, permettait de bien former les lettres. Les collègues maintenant qui nous parlent du métier, nous parlent de la difficulté que les enfants ont à lire. Ils ont beaucoup plus de mal à rentrer dans la lecture. De notre temps, c'était pour eux une façon de s'enrichir, d'apprendre et voilà. Avant d'être cordonnier, j'étais mineur de fond. J'ai construit le métro de l'Homme, creusé traditionnellement en passant le canal de la Deule. Et comme j'avais un pied dans le plâtre, à la fin, je me suis présenté pour le tunnel sous la Manche, j'ai pas été pris. Et comme j'avais 2 frères cordonniers dans une galerie marchande, je me suis dit pourquoi pas. Et depuis 2013, je suis professeur à la Chambre des métiers en tant que vacataire et je forme des adultes en reconversion pour reprendre les cordonneries qui sont en train de fermer. La chaussure, c'est le produit le plus compliqué à recycler, puisqu'il y a plein de matériaux, donc on brûle. Donc quand on répare ces chaussures, on fait un geste pour l'écologie, puisqu'on fait continuer et pérenniser un produit qui a été fabriqué par soit des machines, soit par un artisan. Donc on fait attention à la matière première. On fait aussi attention à l'écologie, puisque j'ai dû créer moi un cours d'écologie, c'est-à-dire respecter ses délais. C'est-à-dire que si on dit au client, vos chaussures elles sont prêtes tel jour, ben, ce sera tel jour, pour que le client évite de faire des allers-retours en voiture et consommer du gasoil. Pareil, quand on fait une clé, on fait attention à bien faire la clé pour que le client n'ait pas à revenir 3-4 fois. Ça fait partie du développement durable. C'est ce qu'on met en avant pour tous ceux qui viennent à la cordonnerie.